le cinéma soviétique et le cinéma post-soviétique, la figure de l'enfant, et notamment de la relation père-enfant, est extrêmement importante. On trouve bien évidemment des analogies dans d'autres cinématographies. On peut penser aux 400 coups de François Truffaut, on peut penser aux voleurs de bicyclette, on peut penser évidemment à Allemagne année zéro aussi de Rossellini. Mais si on reste dans la cinématographie soviétique, sans doute qu'un des films les plus emblématiques, c'est L'Enfance d'Ivan d'Andrei Tarkovsky. On peut trouver évidemment des analogies, à la fois dans le contenu de l'histoire, parce que dans L'Enfance d'Ivan, l'enfant est orphelin, lui aussi, ce que va devenir l'enfant de la maison à la Tourelle, mais aussi dans la manière de faire avancer son récit. Et puis, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le cinéma soviétique, on va retrouver cette père-enfant, cette père-P-A-I-R-E, père-enfant, qu'on va perdre dans la maison à la Tourelle, mais qu'on va garder comme figure importante, centrale d'une partie du cinéma soviétique et post-soviétique. On retrouve dans un des classiques post-soviétiques, ils ne sont pas très nombreux, le film Le Retour d'Andrei Zvagintsev, un père qui va retrouver ses deux enfants avec un cheminement très particulier, et la mort sera au bout du chemin pour le père. On va retrouver ça dans un film qui s'appelle Koktebel, qui est également sorti en France. Et cette figure, là aussi, de l'enfant central est extrêmement importante, avec encore une relation au père. En 1997, il y avait un film de Pavel Tchoukrai qui est sorti en France, mais qui était surtout en compétition au Festival de Venise, qui s'appelait Le voleur et l'enfant. Encore une fois, rien qu'avec son nom, on voit bien que la figure de l'enfant est quelque chose d'extrêmement prégnant. Donc c'est on va dire un thème scénaristique qui est à la fois fréquent, important, pour ne pas dire capital, dans le cinéma non seulement soviétique, mais également post-soviétique. Friedrich Gorenstein est né en 1932 et quand il a 3 ans, son père est arrêté. En fait, il apprendra beaucoup plus tard qu'il a été fusillé en 1937, donc au moment des grandes purges staliniennes. Après avoir donc perdu son père, puis comme on le voit dans le film, perdu sa mère, il est mis dans un orphelinat à Berditchev, en Ukraine. C'est là qu'il va passer son enfance. Il va d'abord devenir ingénieur avant d'intégrer les cours supérieurs de mise en scène et de scénario à Moscou en 1961. Et il va écrire 17 scénarios en tout, dont très peu ont été portés à l'écran. D'abord, juste avant de se mettre à écrire des scénarios, il va donc publier ce récit, ce court récit de La Maison à la Tourelle en 1962. Il a 31 ans quand le récit sort. Et puis il va donc écrire cette presque petite vingtaine de scénarios. Il travaille avec Andrei Tarkovsky sur Solaris, c'est lui le co-auteur avec Tarkovsky du scénario de Solaris en 1972. L'un de ses rôles principaux dans un scénario d'un film mythique, c'est celui qu'il a eu avec Andrei Konchalovsky, puisqu'ils ont coécrit le film L'esclave de l'amour, ou plutôt ce qui a été à l'origine du film qu'on connaît aujourd'hui de Nikita Mikhalkov, qui avait été entamé par Rustam Khamdamov à partir d'un scénario de Friedrich Gorenstein coécrit avec Konchalovsky, lequel Konchalovsky était lui aussi un ami très proche de Tarkovsky. Toutes ces familles-là se connaissaient bien. Gorenstein, lui, orphelin, se retrouve au milieu de tous ces gens-là au tournant des années 60 et 70 et se nourrit de toutes ces amitiés et de toutes ces collaborations. Pour des raisons à la fois de judéité, mais aussi, on va dire, de difficulté, c'est un euphémisme avec le pouvoir soviétique. Gorenstein émigre donc en Occident. Il part pour Vienne en 1980 avant de s'installer définitivement à Berlin-Ouest. C'est là vraiment qu'il va avoir une carrière d'écrivain reconnu. Il va être publié à l'Ouest et uniquement à l'Ouest jusqu'à la perestroïka, puisque ses œuvres ne sont pas publiées en Union soviétique jusqu'à la perestroïka. Et au moment de la perestroïka, Gorenstein ne va pas faire le voyage retour. Il reste à Berlin, où il meurt en 2002, à l'âge de 70 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'Evan Heyman a fait sa connaissance quelques mois avant sa mort. Ils se sont liés, je pense, d'amitié. Et le film La Maison à la Tourelle est un film auquel Gorenstein tenait tout particulièrement parce que c'est un récit autobiographique. Et il voulait que ce soit elle, absolument, qui mette ce film en image. Ce qui est frappant dans le film, c'est la fidélité avec laquelle Evan Heyman a véritablement retranscrit la totalité du récit. Les dialogues sont identiques,
on a l'impression qu'en fait, c'est pas un récit qu'avait écrit Gorenstein, c'était déjà un scénario. Elle n'a fait que le mettre en image. Et à la question pourquoi en noir et blanc, Eva Neyman répond parce que c'est comme ça que je le voyais. À la base du film, il y a ce récit de Frédéric Gorenstein qui est un récit extrêmement important qui a été publié en Union soviétique en 1962. Il va donc raconter son histoire, ou tout au moins une partie de son histoire. Il se trouve que son père a été fusillé en 1937, que sa mère ne l'a pas su tout de suite, qu'elle est partie à Moscou pour essayer d'avoir des nouvelles de son père, parce que très souvent, à l'époque, quand les personnes disparaissaient, comme il y a une expression en russe qui dit disparaître sans nouvelles, et sans laisser de nouvelles. Les personnes disparaissaient et la famille ne savait pas si elles étaient mortes ou vivantes. Sa mère va monter à Moscou avec son fils pour essayer d'avoir des nouvelles, va comprendre qu'il est beaucoup trop tard, va vouloir retourner en Ukraine d'où ils sont venus, sauf qu'à ce moment-là, les trains sont déportés vers l'Est, la guerre fait rage, et donc au lieu de retourner de Moscou vers l'Ouest en Ukraine, ils vont de Moscou vers l'Est, et notamment dans le sud de l'Oural. Donc il y a un premier train qui n'est pas montré ni dans le récit ni dans le film qui amène la mère et le fils jusqu'à Orenburg où la mère va donc décéder durant ce transfert. Et ensuite son fils, lui, n'a qu'une idée, c'est de pouvoir retrouver le grand-père qui lui est en Ukraine. Et donc ils vont partir du sud de l'Oural dans une région qui n'est pas très éloignée de la région sur la Volga où a eu lieu la grande bataille de Stalingrad quelques mois plus tôt. Et ils vont traverser la Volga d'est en ouest pour retourner dans cette Ukraine partiellement libérée par les troupes soviétiques et qui repousse les Allemands de plus en plus vers l'ouest. Cette micro-société qui se retrouve à l'intérieur du train est une micro-société qui est composée de toutes sortes de personnes, des anciens combattants qui sont aujourd'hui invalides de guerre, il y a un Kudjat, il y a un aveugle, il y a cette famille qui va être une famille de profiteurs, il y a tout un ensemble de personnes qui, pour diverses raisons qui ne sont évidemment expliquées ni dans le film ni dans le récit, ont besoin de retourner dans cette zone qui vient de connaître sans doute un des conflits les plus meurtriers de la Deuxième Guerre mondiale, à la fois durant la bataille de Stalingrad, mais aussi entre l'invasion et la libération de l'Ukraine. Néanmoins, il faut quand même garder à l'esprit que le train tel qu'il est décrit à l'intérieur du film est un train classique soviétique. Qui s'appelle le Platzkart et c'est un train qui a cette particularité. Nous, on avait des trains durant la Seconde Guerre mondiale qui n'étaient pas beaucoup plus valeureux, mais qui a cette particularité de n'avoir aucune paroi, il n'y a pas de compartiment. Ce sont des lits qui sont suspendus un peu partout et généralement avec une odeur pestilentielle évidemment qui accompagne tout ça. Mais cette micro-société totalement enfermée dans ce wagon va avoir des gens qui ont dû prendre fait et cause pour les Allemands, qui ont forcément pris fait et cause aussi pour les Soviétiques et pour l'armée rouge, des Ukrainiens qui rentrent chez eux, des Russes qui essayent de retrouver leur famille, et tout ce petit monde essaye de retourner d'est en ouest, et non pas comme on pourrait le penser, d'ouest en est. Ils ne fuient pas la guerre, au contraire, ils retournent dans un territoire libéré. C'est extrêmement difficile de définir le cinéma ukrainien en tant que tel du temps de l'Union soviétique. Si toutes les républiques de l'ex-Union soviétique, elles étaient 15 au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avaient des studios de cinéma, certaines ont eu des identités beaucoup plus fortes que d'autres. Je pense au cinéma géorgien, au cinéma balte, au cinéma d'Asie centrale. Le cinéma ukrainien s'est vraiment fondu à l'intérieur du cinéma soviétique. Alors il y a des grands noms qui ont marqué le cinéma, mais ils ont marqué le cinéma soviétique plus que le cinéma ukrainien. On va dire que le tout début du cinéma ukrainien, donc à l'intérieur de l'Union soviétique, date des années 1920-1922. Bien évidemment, on a Alexandre Dovzhenko avec un film qui s'appelle La Terre, et rien que le titre du film donne également un sujet important dans cette ligne que va suivre le cinéma ukrainien soviétique pendant quelques décennies. C'est la terre est très présente, la campagne est très présente. S'il y a une espèce de fil conducteur à l'intérieur du cinéma ukrainien, c'est très souvent un fil conducteur qui va ramener à la campagne, à la terre et au village, beaucoup plus qu'un cinéma de ville. C'est essentiellement un cinéma de campagne et de village. Néanmoins, ce fil qui a commencé à tirer Dovzhenko, encore une fois, se perd à l'intérieur des méandres de ce qu'est dans sa globalité le cinéma soviétique.
Et on a finalement assez peu de grands noms qui vont émerger. Les grands noms qui ont pu émerger comme Pyriev ou Savchenko sont des gens qui sont inconnus ou presque en Occident, sont des gens qui ont marqué le cinéma soviétique. Et pour des spécialistes du cinéma soviétique, il y a même des gens qui ne savent pas que ces gens-là ont tourné des films en Ukraine, étaient ukrainiens. Une des particularités du cinéma ukrainien des années 60, c'est d'avoir mis en valeur Sergueï Parajanov, Les Chevaux de Feu. Les Chevaux de Feu, le film a été tourné au studio de Kiev, les studios d'Ovzhenko, puisqu'il porte le nom du grand metteur en scène. Et c'est assez intéressant, puisque Parajanov était à la fois géorgio-arménien ou arméno-géorgien. Et c'est en Ukraine qu'il vient tourner ce film sur un peuple ukrainien, encore une fois, dans une histoire de village à la campagne. Ce film de Parajanov va remettre, si je puis dire, l'Ukraine au goût du jour à l'intérieur du cinéma soviétique. Dans les années 70 et les années 80, on a quelques noms qui vont émerger. Sans doute que la personne la plus connue est Roman Balayan, qui a fait un film notamment avec Oleg Yankovsky qui était sorti au moment de la perestroïka, qui s'appelait Vol entre rêve et réalité. Et puis il y a une réalisatrice qui vraiment concentre, on va dire, toute la notoriété du cinéma ukrainien d'après la perestroïka, c'est Kira Muratova, qui elle tourne en Ukraine alors qu'elle est russe. Elle n'est pas ukrainienne, elle tourne des films en Ukraine. Elle les tourne, elle en a beaucoup tourné au studio d'Odessa, elle les tourne en langue russe. Et c'est véritablement, on va dire, le fleuron du cinéma soviétique d'abord, puis post-soviétique ukrainien que Kira Muratova représente. Dans le nouveau cinéma, j'allais dire ukrainien post-perestroïka, il y a deux films importants qui sont sortis et qui tous les deux étaient en compétition au Festival de Cannes. C'est les films de Sergei Loznitsa, My Joy, qui était en compétition, puis ensuite Dans la brume. Ce sont des films qui, on va dire, se retournent aussi sur l'histoire de l'Ukraine, l'histoire de l'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale, comme La maison à la tourelle. C'est une autre manière de filmer, mais c'est une manière de se retourner vers une histoire qui n'a pas encore été totalement écrite. L'histoire de l'Ukraine est une histoire extrêmement compliquée où à un moment, il ne faut pas oublier que les Ukrainiens envahis par les Allemands ont considéré dans leur globalité les Allemands comme des libérateurs suite à la grande famine qui avait été sans doute en partie provoquée par Staline contre l'Ukraine dans les années 20 et 30. Le film La maison à la tourelle a cette particularité, c'est d'avoir été financé entièrement par une chaîne de télévision ukrainienne qui s'appelle 1+1. Et la réalisatrice a décidé de faire ce film en langue russe, alors qu'on aurait pu s'attendre de la part notamment d'une chaîne de télévision ukrainienne de ce pays indépendant qui met en avant une ukrainisation du pays, c'est-à-dire une mise en avant de la langue ukrainienne qui est différente de la langue russe. On aurait pu imaginer que la chaîne de télévision pousse Eva Neyman à tourner son film en ukrainien, alors qu'en fait elle a réussi à le faire en russe parce que pour elle c'est une histoire russe, et donc Eva Neyman n'imaginait pas faire son film autrement. Mais c'est très important de montrer aussi l'interconnexion qu'il y a encore aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, entre le cinéma ukrainien et le cinéma russe, entre la langue ukrainienne et la langue russe. L'Ukraine aujourd'hui, qui est un très grand pays d'Europe, a l'ukrainien comme langue nationale, mais tout le monde continue de parler russe, notamment dans les grandes villes, et on se retrouve aujourd'hui avec une quasi-ukrainisation forcée, on va dire, au niveau politique. Tous les politiciens se doivent de parler ukrainien, mais il est encore tout à fait fréquent de rencontrer des gens qui comprennent mal l'ukrainien dans les villes et qui ont toujours été élevés en russe. Eva Neyman, d'ailleurs, qui elle est de passeport ukrainien, dit que sa langue maternelle, c'est pas l'ukrainien, c'est le russe.